Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast de l'actualité des Phoenix Suns, la franchise NBA. Je suis Grégoire et je suis accompagné aujourd'hui de Malo. Malo, comment ça va ? Ça va très bien, il fait beau, les Suns sont gagnés, donc que de bonnes nouvelles, on va dire. J'espère que toi aussi ça va. Oui, mais ça va. Écoute, j'ai vu le match. On va pas parler aujourd'hui du match contre les Clippers. On va attendre un peu d'avoir un peu plus de matchs des Suns pour faire un pod la semaine prochaine avec le retour de Rod, qu'on embrasse et qui est en vacances. On va parler de choses diverses et variées, mais c'est vrai qu'il y avait le match hier avec une belle prestation de Bradley Beal et on va chercher l'overtime sur un shoot de Kevin Durant et puis finalement on prend ce premier match face aux Clippers dans leur nouveau stadium, l'Intuit Dome. Magnifique. Voilà, sur le crâne de Steve Ballmer. Le sujet d'aujourd'hui est très simple. C'est vrai que dans la NBA, c'est souvent... on a souvent envie de tirer des conclusions hâtives sur les premiers matchs de la saison. Nous, on préfère la jouer tranquille. En tout cas, sur ce premier match, on va plutôt parler de ce qu'il va falloir surveiller d'après nous sur ces 20 premiers matchs de la saison, donc sur le premier quart de la saison, parce que sur ces 20 premiers matchs, il y a effectivement dans les grandes lignes des indicateurs qui nous serviront ensuite pour savoir si l'équipe performe sur le reste de la saison et sur les playoffs, si les Suns, on n'en doute pas, mais quand même, vont en playoffs. Donc voilà, on a des petites choses à discuter ensemble. Malo, tu penses à quoi pour commencer ? C'est toi qui choisis. On a tous les deux la liste, tu choisis lequel tu veux parler. Je vais parler de Bud. Ouais. Coach Budenholzer, parce que c'est son premier match officiel, donc mine de rien il y avait quand même des attentes, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière. On en a déjà assez parlé dans Valley Hoop, et plutôt parler de ses ajustements en cours de match. C'était déjà ce qu'on reprochait à Monty Williams, c'était ce qu'on reprochait à Frank Vogel, parce qu'on voyait aucune action de sa part pendant toute la saison. Mais en tout cas hier j'ai bien aimé, même si c'était qu'un match, et en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi dans ce domaine sur la saison, donc notamment sur ses premiers matchs qui en plus vont être des matchs de test pour lui. Il va tester beaucoup de joueurs. Hier, 11 joueurs ont joué, par exemple. Devrait être le cas un petit peu tout le temps. On devrait même peut-être voir Okogie quand il sera de retour. Donc voilà, hâte de voir comment il va faire ses tests de rotation de 5. Et notamment aussi les ajustements en cours de match. On a vu hier qu'il était capable, on va pas s'éterniser dessus, comme tu l'as dit, mais voilà, il a pas hésité à passer en small 5, notamment en fin de match pour couvrir pour le drop, pour pouvoir le contrer le drop des Clippers, donc ça a marché en plus. Et voilà, il y a eu beaucoup de choix, notamment d'autonomie. J'ai trouvé les joueurs, à voir comment ça se poursuit dans les prochains matchs, notamment dans les premiers matchs, comme je disais, où il doit quand même se familiariser avec cet effectif et ses joueurs. Ouais. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ça. En fait, le truc, c'est que effectivement, sur les 20 premiers matchs, ce qu'on attend de Bud, c'est qu'il nous sorte des solutions à des problèmes posés par les équipes adverses. Et tu l'as dit, hier, effectivement, il a su, à un moment donné, faire face à un problème qui était le drop des Clippers. Et des problèmes comme ça, on va rencontrer plein de natures diverses sur les 20 premiers matchs de la saison. L'idée des ajustements, c'est que Bud n'est pas hyper réputé pour s'ajuster toujours. En tout cas, il tient à ses idées. Et donc, il faut distinguer, en fait, ce qu'on appelle des ajustements, c'est-à-dire des produits du cerveau du coaching staff, des cerveaux du coaching staff in-game, qui donnent des choses nouvelles
des 5 nouveaux, des ajustements défensifs, des placements sur le terrain, des systèmes qui sont nouveaux et qu'on n'a jamais vus de toute la saison, et les options qui existent déjà dans les tiroirs du coaching staff. Et je pense que ce qu'on appelle ajustement sur le match d'hier et qu'on pourra continuer d'appeler ajustement sur les 20 premiers matchs, en réalité, c'est des idées que le coaching staff avait déjà notées, que ce soit en sortie de pré-saison ou de training camp. Mais clairement, je suis d'accord avec toi, il va falloir monitorer les ajustements de coach Budenholzer, même si n'oublions pas que il y a plein de coachs qui sont pas réputés très bons sur les ajustements qui ont été champions, simplement parce que leurs idées étaient des idées qui étaient un petit peu plus en avance que celles des équipes qui avaient en face, et que c'est plutôt les autres coachs qui ont dû s'ajuster plutôt que eux. Mais voilà, Budenholzer fait effectivement partie de ces coachs dont les ajustements sont souvent, disons, mis en lumière par leur manque d'efficacité une fois que ça rentre sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'était plus ces petits changements en cours de match, tu vois, changer Nurkic par O'Neal, ou juste un changement de joueur, ou changement de joueur en défense, notamment sur la fin de match, qui est dit, c'est aussi occupé d'Arden, des petits détails comme ça, plutôt que changer l'idée de jeu. Oui, c'est des choix de coaching en fait. C'est des choix de coaching dans l'action. C'est-à-dire comment tu coaches vraiment ton équipe au lieu de la laisser seule régler ses problèmes. Et c'est vrai que l'an dernier, Frank Vogel laissait pas mal l'équipe régler ses problèmes, et que en plus il n'était pas écouté. Donc là, on attend évidemment l'inverse, l'inverse de la part de Bud et des 5 joueurs qui sont sur le terrain et qui l'écoutent. Moi, je voudrais parler des minutes des rookies. Parce que c'est vrai qu'on a fait un pod un peu spécial rookie la semaine dernière, mais c'est un truc qui est intéressant parce que Budenholzer n'est pas un coach qui a la réputation de faire beaucoup confiance aux jeunes, c'est plutôt un coach qui aime les joueurs vétérans. Pourtant, on le voit très enclin à faire jouer Ozo Ighodaro et Ryan Dunn sur la pré-saison. Il y a quelques indices sur le match d'hier aussi qui montrent que Ryan Dunn et Ozo Ighodaro auraient leur place dans la rotation, devant des joueurs comme Bol Bol, etc. Moi, je pense qu'il y a des minutes à gratter pour les rookies, et ce que j'aimerais voir sur ces 20 premiers matchs, c'est dans quelle séquence du jeu elles ont lieu. C'est-à-dire que est-ce qu'on les considère comme des simples rotations pour laisser reposer les titulaires, ou est-ce qu'on les considère comme des solutions à des problèmes? Et ça rebondit. C'est pour ça que je choisis de parler des minutes des rookies juste après qu'on ait parlé de Budenholzer. C'est parce que, en fait, Ryan Dunn notamment, qu'on adore déjà, peut-être trop, mais qu'on adore déjà. Ryan Dunn, par exemple, c'est une solution à des problèmes d'attaque adverse, parce qu'il est capable, à lui tout seul, disons, de compresser l'attaque adverse, de combler beaucoup d'espace et d'avoir une défense sur l'homme étouffante. Donc voilà, c'est ce genre de truc que je vais regarder sur les 20 premiers matchs. Comment vont être utilisées les minutes de rookie? Est-ce que ça va être juste des options de rotation pour reposer les titulaires, ou est-ce qu'on sera sur des minutes vraiment utiles et optimisées pour le jeu des Suns et pour mettre le pressing sur l'équipe adverse, quoi? Ouais, clairement, déjà, je pense qu'on pouvait se poser la question s'ils allaient jouer tout de suite. Je pense que tu l'as dit, ouais, ils vont avoir leurs minutes quasiment tous les matchs, je pense, tous les deux. Et ouais, voir si c'est des munitions, des armes un peu utilisées par Bud, ou si c'est comme quand tu as dit, on repose Kevin Durant, on met Ryan Dunn pendant 5 minutes d'affilée pour le reposer. Je pense qu'ils ont leur place pour aller chercher ces minutes, on va dire, les faire rentrer pour apporter un plus, on va dire. Après, voilà, ça va dépendre de comment ils jouent. On en a déjà assez parlé pendant le dernier podcast, comme tu l'as dit, mais ouais, ça va être intéressant à voir, et ça rejoint, voilà, c'est aussi de ça dont je parlais quand je parlais d'ajustement, voir ces petites, juste envoyer Ryan Dunn en mission sur Luka Doncic qui vient d'en planter 10 en 3 minutes. Exactement ce genre de cas de figure. Et en plus, l'avantage de Ryan Dunn, c'est qu'il peut défendre sur 5 postes, donc tu peux l'envoyer sur Jokic, Doncic, Giannis, Shea. Il va faire le taf les 4 fois, quoi. Donc ça, c'est cool. Après, tu peux même Ighodaro, par exemple, si des matchs, Plumlee semble premier dans la rotation, en tout cas derrière Nurkic, mais par exemple, s'il y a des problèmes de faute pour Nurkic, qu'il y en a souvent quand même, ou même juste Plumlee ne plaît pas dans la rencontre, voir si il est utilisé justement en tant que outil, comment il est utilisé. Il a été un petit peu utilisé en 4 aussi hier soir pendant une courte séquence, donc
à voir voilà, si ça peut être un Bah, schéma c'est le récurrent, rookie qui on va pose dire. le Ouais. plus de questions parce que sur Ryan Dunn, on C'est a une ça. utilisation qui est toute désignée. Sur Ozo Ighodaro, c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'il prouve encore sa valeur défensive en C'est ça. NBA. Parce que la NBA, la pré-saison, c'est pas les mêmes matchs. Et ensuite, il Oui. faut aussi qu'il prouve une sorte de valeur offensive variée. Parce que c'est un excellent passeur et c'est un excellent connecteur. Un mec qui fait des très bonnes passes, qui est Ça capable de suffit. conserver la balle sur des hubs Ouais. assez hauts sur le terrain en attaque, avec Bradley Beal qui lui tourne autour et les mecs de la seconde unit à 3 points. Ça, oui. Mais est-ce qu'il est capable de finir des actions sur les rolls au dunk ou de trouver une extra passe, etc. après une pénétration? Ouais, Est-ce qu'il est ouais. capable de prendre des shoots mi-distance quand l'attaque est sclérosée? Voilà, toutes ces questions, je pense qu'il faudra bien 20 matchs pour qu'on se rende compte de à quel point il est capable de répondre ou non à ce genre d'interrogation. Et ça va être intéressant parce que c'est clairement le genre de profil qui est intéressant à suivre sur une vingtaine des premiers matchs de saison, quoi. Est-ce que tu as Clairement. autre chose dont tu veux discuter aujourd'hui? Ouais, carrément. Bah, je vais parler de Ah ouais, Nurkic, parce qu'on a parlé un peu de c'est un gros Godaro sujet, pour ça. rester un peu dans le secteur intérieur. Voir, bah voilà, on l'a dit, il a perdu une quinzaine de kilos, je crois, 15-20 kilos cet été, si ma Ouais, mémoire est bonne. En tout cas, il a perdu du bravo à poids lui. et plusieurs kilos. Et donc voilà, ça change un petit peu son style de jeu. À voir comment ça l'impacte. On a vu aussi qu'il a travaillé beaucoup le tir à 3 points et que voilà, bah, pour revenir pour la pré-saison et hier, il en a tenté sans trop de réussite à part dire il a 1 sur 3 je crois ou 1 sur 2. Mais voilà, en tout cas, voir comment ça se profile ce début de saison. On l'a dit, on pense tous qu'il va faire la saison avec nous. Malheureusement, heureusement, je sais pas trop, mais voilà, on va sûrement avoir du mal à trouver mieux, on va dire, que lui en échange pur et dur. Donc à voir comment, quel va être son nouveau rôle, si défensivement il arrive à un peu être le chef un peu de cette défense, en tout cas au niveau de la défense intérieure, notamment au rebond. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, et aussi en attaque, où j'ai envie de voir justement avec ce gain de mobilité qu'il a eu pendant l'été, s'il arrive à mieux jouer les 1 contre 1. T'avais parlé aussi dans un podcast de son footwork qui est plus percutant. Bah, je l'attends là-dessus pour justement sur des situations où l'attaque est un peu sclérosée, comme tu as dit juste avant. Bah là, aller jouer le 1 contre 1, le post-up sur son adversaire, se retourner, le faire sauter, le faire un petit peu danser. Je pense qu'il en est capable. Après, à voir s'il en est capable. En tout cas, c'est une arme de plus dans une attaque qui en a bien besoin, j'ai envie de dire. En tout cas, ce serait une arme non négligeable Ouais, et ça c'est peut être clair. un facteur En fait, clé, il y a quoi. deux questions sur Youssouf Nurkic. Il y a la question de à quel point il va hésiter ou non à prendre les tirs à 3 points, à quel volume il va en prendre, 4, 5, plus, moins. Ça va être vachement intéressant. Évidemment, le nombre qui va rentrer, mais ça, c'est obligatoire pour lui d'être au moins à Secondaire, ouais. 30%, 35%, pardon. Et ensuite, la deuxième question, tu l'as dit, c'est son rôle défensif. C'est vrai que c'est un joueur qui est pas très à l'aise dans les rôles, etc., quand il est trop haut en défense. À quel point il va pouvoir tenir le drop de la défense des Suns pour que KD soit devant lui en roamer, rôle dans lequel il excelle. Ça va être aussi intéressant. Sous Vogel, ça fonctionnait plutôt bien. Il faudra voir si sous Ouais, Budenholzer, ça fonctionne aussi bien. Et puis la question des box-out sur les rebonds, ça va être clé parce que hier, je crois qu'on prend 10 rebonds de moins que les Clippers, qui ont Ivica Zubac, qui fait du très bon boulot de ce point de vue-là. Mais clairement, les rebonds, ouais, comme on est une équipe qui va jouer le jeu de possession plus que jamais, j'allais presque dire, ça va être quand même clairement, ouais. vachement important de protéger le rebond défensif, voire même d'essayer de box-out sur les rebonds offensifs. Et Nurkic, c'est quand même un des top rebondeurs de cette ligue. Ouais, clairement, ouais. N'en déplaise à toutes les critiques qu'on pourrait lui adresser sur les rebonds, c'est en tout cas un joueur qui a une valeur. Donc voilà, c'est les deux questions qui traînent dans nos têtes et j'espère qu'on aura des réponses, disons, solides après 20 matchs parce que euh, on a besoin, on a besoin de savoir après un quart de la saison ce que Youssouf Nurkic va valoir parce qu'on sera rapidement, tu vois, du coup mi-novembre ou fin novembre. Et tu vois, il restera 2 mois avant la trade deadline. Et effectivement, on n'a pas beaucoup d'options sur Youssouf Nurkic pour le trader. J'ai même pas l'impression que ce soit dans la tête du front office et du coaching staff. C'est ce que tu disais tout à Mm. l'heure. Mais tu vois, si on doit trouver un nouveau pivot, il faut quand même que
qu'il ait prouvé sa valeur pour qu'il Ça ait une se valeur vite, quoi. marchande, ou alors que C'est nous, ça. on arrive à trouver un remplaçant qui nous donne ce dont on a besoin, c'est-à-dire un petit peu de 3 points et surtout du box-out au rebond, quoi. Je C'est vais ça. rebondir d'un titulaire à un autre. Moi, j'aimerais qu'on parle de Bradley Beal. Alors, effectivement, ça a été le joueur à suivre de la saison pour Rodolphe quand il a rendu visite à Thomas de chez Coast to Coast, qu'on salue et qu'on recevra peut-être la semaine prochaine dans Valley Hoop pour discuter des Suns. Bradley Beal, c'était aussi mon joueur à suivre dans la grande preview qu'on avait fait dans Valley Hoop il y a 2 semaines maintenant. Moi, j'attends beaucoup de Bradley Beal, mais au-delà du jeu, j'attends de lui une attitude. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu gêné sur la campagne de playoff 2024 et aussi sur la pré-saison. C'est que j'ai trouvé que sa frustration était un petit peu trop manifeste dans son langage corporel. Alors c'était clairement le jeu de l'ensemble des Suns la saison passée, arrivé en playoff et même post-All-Star Game. Bradley Beal a sans doute été celui des 3 stars qui a le moins montré sa frustration après le All-Star Game vis-à-vis de ce qui se passait dans le vestiaire avec Coach Vogel notamment. Mais entre les playoffs et la pré-saison, il n'y avait rien qui me rassurait beaucoup. Alors, on a eu un très bon match de Bradley Beal hier, mais on va pas... L'échantillon est trop faible. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un Bradley Beal avec une attitude vraiment carrée, quoi. C'est-à-dire, avale ta frustration, continue de jouer ton jeu. On est derrière toi. L'équipe a l'air d'être complètement derrière toi aussi. Les gars sont heureux de jouer avec toi. T'as les ballons. T'es largement capable de très bien les utiliser. Donc, montre-nous que toi aussi, t'es une star, que toi aussi tu peux prétendre à un rôle de All-Star, certes dans le rendement, dans le jeu, mais surtout deviens un fan favorite et une attitude de mec qui, tu vois, donne tout pour son maillot, comme tu l'as fait un temps avec les Wizards et comme tu as arrêté de le faire aussi un temps avec les Wizards, et j'en place une pour nos copains de Wizards France et du podcast le District. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas du tout envie de connaître cette saison le Bradley Beal que eux ont connu à sa fin de période du côté des Wizards, quoi. Ah bah clairement, puis c'est un peu compliqué avec Bradley Beal parce que bah déjà son contrat fait partir en tant que fan de Suns avec un a priori parce que bah oui il vaut son contrat est à 55 millions, il est dans le top 10 des joueurs les plus chers de la ligue, donc bah théoriquement il devrait être dans les 10 meilleurs joueurs et bah c'est pas le cas, c'est sûr, mais ça reste quand même un très beau joueur qui est capable de faire de très belles choses. Sur le coup bah, du leadership, de la frustration, tout ça, bah, je te rejoins totalement. Même si il a montré qu'il était capable de faire preuve de leadership, d'essayer d'emmener un peu l'équipe derrière lui, surtout sur la fin de saison l'année dernière par exemple, où vraiment son run sur les 10-15 derniers matchs est vraiment prometteur. Vraiment prometteur, et c'est ça qui a encore rendu un peu plus dur le gros choc en playoff où il a totalement disparu en fait, pour être clair, pour être honnête. Mais je pense il est dans un environnement qui peut lui permettre de retrouver un peu ce plaisir. Déjà, il y a le retour de meneur à côté de lui. On sait que c'est quelque chose qu'il apprécie, d'avoir un meneur à côté de lui pour créer le jeu. On en reparlera peut-être après, mais voilà, c'est un joueur qui aime bien ça. J'ai bien aimé aussi, pour juste revenir à hier, Kevin Durant qui directement après son interview allait le féliciter, le dire que c'était très bien parce que bah, pour le coup il a totalement pris le contrôle en prolongation. Ouais. Et aussi, je sais plus, je crois que c'était dans le deuxième ou le troisième quart-temps avec la rotation. On en avait parlé aussi, c'est peut-être un plan, voire le plan pour lui permettre de s'exprimer pleinement. Le stagger de ses minutes avec la seconde unité, ouais. C'est ça. Voilà, des passages de 4-5 minutes où il est avec la seconde unité, et ben en fait c'est l'option 1 clairement, des Suns, et bah ça marche en fait. En tout cas, ça a bien fonctionné hier. Et même s'il n'était pas trop en réussite pendant une période, il a continué. Et je pense que c'est voilà des plans, en tout cas un environnement autour qui peut lui permettre de répondre positivement, on va dire, à tes interrogations. En tout cas, je l'espère. Ouais, c'est clair, mais je pense que tu l'espères encore plus. Tu viens de mentionner Kevin Durant qui salue sa prestation en fin de match hier. Et du coup, ça fait écho à un truc qu'on a noté tous les deux, qui est le leadership. Le leadership qu'on attend la saison prochaine, je vais te lancer là-dessus. Mais c'est clairement quelque chose dont on était en déficit de la saison dernière, notamment sur la deuxième partie de saison. Et là, j'ai l'impression que vraiment,
toi, comme moi, et je pense que Rod, c'est aussi le cas pour en avoir évidemment discuté avec lui, et comme tous les fans des Suns francophones qu'on côtoie par ailleurs sur les réseaux, il y a vraiment, vraiment une grosse attente côté leadership. Ah, clairement, ouais. Ah, bah, clairement. Enfin, c'était notamment la raison pour laquelle j'étais extrêmement déçu de la saison de Devin Booker, notamment, que je pensais qu'il pouvait prendre ce rôle juste de franchise player, en fait. Même si, voilà, sur le niveau, tout ça, y a rien à dire. Mais c'est que parfois, en termes de leadership, de cette voix qui va, voilà, parler, prendre la parole limite au coach pendant le temps mort, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur qui, notamment parmi les quatre, qui s'en détachent, même si voilà, Durant, Booker, Bill aussi dans une moindre mesure, c'est plus, même eux le disent, des leaders un peu par l'action, voilà, un peu essayer d'être irréprochable sur le terrain et entraîner l'équipe avec eux. J'attends quand même plus, notamment vocalement, de ces gars-là, notamment de Booker et Durant, qui sont quand même les deux stars de cette équipe, sans manquer de respect à Bradley Beal. Les superstars, en tout cas. Voilà, Ouais. c'est ça, les superstars Top 15. On parlait de top 10. Top 15 NBA. Voilà, Ouais. bien sûr qu'ils sont autour du top 10 tous les deux. Donc, bah, on attend juste d'eux qui tiennent leur rôle, leur statut, en fait. Oui, absolument. Ça va être une des clés dans les moments difficiles de justement pouvoir se reposer sur ces jours-là. Aussi, par le niveau, voilà, Booker, au bout Durant va prendre la balle pendant 3 minutes et va te scorer 10-15 points, mais c'est aussi par l'attitude, pendant les temps morts, aller encourager les autres. Et c'est quelque chose là, pour le coup, je suis un peu plus pessimiste que pour Bradley Beal. J'attends de voir vraiment justement ces 20 matchs pour voir s'il y a un début de réponse. L'année dernière, le fait que ça casse totalement avec le coach, et ça a dû jouer Ouais, aussi, c'est clairement. sûr. Après, à voir si cette année, avec un coach qui, en tout cas pour l'instant, est suivi par ses joueurs, ça change. Je sais pas ce que Ben, t'en tu sais, penses, je toi. suis en train de me dire qu'il y a peut-être un facteur extérieur qui va les aider. Et c'est peut-être la communication des Phoenix Suns. La manière dont Phoenix, les Suns, en tant que franchise NBA et organisation, comment le pôle communication, marketing, va s'immiscer dans le vestiaire, dans les huddles, tu vois, pour aller filmer des choses qu'on n'avait Ouais. pas l'an dernier pour X ou Y raison, tu vois. Ouais. On avait rien du tout. Et je pense que tu vois ces images, notamment de Kevin Durant qui va voir Bradley Beal, si on en voit davantage de la part de Kevin Durant, mais aussi de Devin Booker, évidemment, en tant que franchise player, Ouais, mais clairement. aussi de Bradley Beal, des rookies, etc. C'est des choses qui, à mon avis, vont aider la fanbase à comprendre où se situe le leadership de ces superstars et de ces stars, et aussi comprendre qu'il y a des cadres dans l'équipe qui ne sont pas des superstars, mais qui font partie du vestiaire et qui sont importants, et notamment Damian Lee, tu vois, mais aussi Royce Oui, O'Neal. des Royce O'Neal. Voilà, exactement. Et sans doute, ça va participer. Alors, je fais une petite parenthèse, mais ça va aussi participer au fait que on raccroche globalement la fanbase avec une saison affective vis-à-vis des Phoenix Suns, clairement. tu vois, avec ces rookies Ouais. qu'on voit partout tout le temps, qui sont hyper bien pour le coup présentés par la franchise. Tu vois, c'est Ouais. Dwayne Rekin hier qui postait juste après le match l'interview de Devin Booker Ouais. avec Ryan Dunn qui l'interpelle et qui lui dit oh, tu dis que moi je Génial, fais beaucoup de fautes, mais qui a été viré du match, tu vois. Et ça c'est cool, tu vois. Ça, c'est vraiment cool parce que ça montre que le vestiaire tourne bien, que le groupe vit bien, comme on dit, et que tu vois, les cadres ont complètement une relation saine avec les rookies qui ont le droit, qui s'expriment, tu vois, enfin, c'est charmé. Moi, c'est aussi quelque chose que j'attends, c'est peut-être donnez-nous plus à manger sur la réalité du leadership de Kevin Durant et Devin Booker, parce que évidemment que ces mecs en ont du leadership, c'est juste le témoignage qu'on en a qui était terriblement négatif la saison dernière. Ouais. Donc montrez-nous Clairement. maintenant tout l'aspect positif. On a besoin de le voir, on a envie de le voir. Ouais, totalement. Je remonte juste un Vas-y, peu je t'en sur ce que prie. tu dis. C'est des choses qu'on a vu en plus par le passé, notamment voilà, la saison où on fait 64 wins, tout tu vas dire le tralala autour Ah de oui, c'est ça, Winnerswork, ouais. tout ça. Mais en tout cas, c'était des moments de vie de vestiaire, hein. Il y avait pas mal de moments aussi avec Monty Williams aussi dans les vestiaires. Et c'était qui permettaient d'une part de s'attacher aux Suns, mais aussi de voir qui étaient les cadres de ces vestiaires. Damian Lee, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a vu que c'était quand même l'un des cadres du Oui, vestiaire, clairement. mine de rien.
alors que il a pas joué du tout de la saison dernière. C'est aussi pour ça qu'il a prolongé Mais on cette voyait saison. des photos de lui en Faut entraînement, être, on voyait des photos de lui sur le banc, c'est ça. etc., tu vois, Et en train de pouvoir parler. pouvoir comprendre toutes les choses qu'on ne voit pas à la Absolument. télé, tout simplement pendant les matchs en fait, tout au long de la semaine, tout au long de la saison. Et c'est oui, j'avais pas forcément pensé à ça, mais ouais, des éléments qui vont en tout Ouais, cas ouais. aider notre jugement et aussi peut-être les motiver d'une manière ou d'une autre, mais enfin voir que voilà, si les fans, tout ça sont derrière eux, aiment ces petits moments, ça peut les motiver à voir et ça peut créer en fait un truc autour de ce groupe qui, même sans vrai leader, voilà, LeBron James ou autre, enfin, où vraiment on Oui, s'est oui. distingué, qui peut Les en fait leaders historiques, quoi. collectivement, comme c'est ça, Bill c'est Russell, ça, LeBron James. qui peut collectivement c'est ça, qui peut collectivement se tirer Ouais, ouais. vers le haut sans un réel, comme c'était le cas en fait sur les Oui, sur dernières les années années. Chris Paul, les années même Ricky C'est ça. Rubio, Même etc., la si bulle, voilà, tout ça, quoi. Ouais, ouais, complètement. c'est ça. Complètement. Ouais, de ce qui s'est créé à partir de Ouais. la bulle en fait. Voilà. On a bien parlé des Suns. Je pense qu'on a fait le tour de ce Ouais. qu'on va surveiller. Évidemment, si vous avez des trucs que vous voulez surveiller, vous, de votre côté, ou qui vous sentez qu'il faut qu'on surveille quelque chose sur les 20 premiers matchs de la saison, sur ce premier quart de saison, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur Twitter. Vous nous mentionnez, on y répondra avec grand plaisir. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre évidemment sur Twitter, Valley_Hoop, et pareil sur YouTube, abonnez-vous et partagez les vidéos, c'est cool, on a un très bon retour sur ce début de YouTube Game pour Valley Hoop. On va quand même jeter quelques idées en l'air à propos de la conférence Ouest, la conférence dans laquelle évidemment les Phoenix Suns évoluent, parce que mine de rien, dans un Ouest aussi, dense et ramassé, dans laquelle la compétition est aussi brutale, le jeu des autres équipes va aussi conditionner la saison des Suns et le résultat final des Suns. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que ça se joue à des demi-victoires, à des avantages du terrain entre la place 3 et la place 6. Donc Comme l'année dernière, exactement, en fait. Exactement, ouais, comme l'an dernier. Donc on a quand même noté, Malo, quelques trucs sur la conférence Ouest. Je vais commencer avec un écho au match d'hier. C'est Harden seul contre tous. On sait que Kawhi Leonard est absent pour une certaine période du côté des Clippers. Paul George n'est plus là. Et les Clippers ont agrégé différents talents, mais qui ne sont pas à la hauteur du talent individuel de Paul George, évidemment. James Harden est plutôt sur la dernière partie de sa carrière, la partie descendante. Est-ce qu'il va pouvoir porter ses Clippers en attendant que Kawhi Leonard revienne, potentiellement pour une longue période? On a vu hier que ces Clippers nous avaient quand même donné du fil à retordre. Moi, j'ai des grosses interrogations sur la capacité à long terme, c'est-à-dire sur 1, 2 ou 3 mois de James Harden de tenir complètement cette équipe. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que ça va être une équipe chiante à jouer. En tout cas, on l'a vu hier, en tout cas, qui est jamais facile à jouer parce que ça joue physique. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en NBA, avoir un sacré rôle, mais tu disais, il manque en fait sans Kawhi de ce star power Ouais, c'est ça, ouais. petit peu. Harden aime ses conditions. C'est là qu'il a été le meilleur aux Rockets, mais tu l'as dit, il est plus dans la forme qu'il avait aux Rockets. Donc c'est sûr que c'est moins tranchant sur le premier pas. Enfin, c'est même les défenseurs commencent aussi à connaître un petit peu son jeu. Même si quand il est dans la forme, quand il est dans une excellente forme, il est juste indéfendable. En fait, voilà. Pareil, je les vois mal dans la continuité, tenir la cadence qu'il faudra pour jouer les gros rôles à l'Ouest. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est extrêmement serré. Et, jouer les gros rôles, ça veut aussi dire, en fait, ça peut vite être en play-in ou au bord du play-in, carrément autour de la 11e place. En fait, ça va être là que ça va être important pour eux de gagner le maximum de matchs parce que ça peut être une équipe qui se retrouve à la fin de saison 10-11e à fonction de quand revient Kawhi parce que même si c'est pas facile à jouer, sur la durée, je les vois mal. Je les vois mal tenir le rythme de 45-50 victoires qui devrait être un petit peu la zone autour de la qualification en playoff. Sauf ajustement en cours de saison de l'effectif, retour de Kawhi qui joue finalement les 50 derniers matchs de la saison.
Et voilà, les premiers matchs des Clippers vont être une indication. Ils n'ont pas leur pic non plus à la fin de la saison, c'est un élément qui peut jouer. Euh, Même si voilà, je leur souhaite pas de mal, ce serait quand même pas si mal qu'on puisse pas tomber contre eux en playoff parce que c'est une équipe qui nous a souvent posé problème et qui peut poser problème à, je pense, Oui, toutes les oui. équipes de la conférence Ouest sur une série. Tu l'as dit, sur une saison régulière, ça risque d'être compliqué, mais sur une série en 7 matchs, par contre, ils sont capables de battre tout le monde, je pense. En tout cas, de poser des gros problèmes à tout le Équipe monde. imprévisible. Je sais, c'est Équipe ça. Je imprévisible sais pas avec toi si comment t'as Kawhi qui est tu. en santé et James Harden qui prend feu, c'est une équipe qui reste C'est ouais. pénible à jouer pour absolument tout le monde. Ah ouais, Là-dessus, clairement. je te retrouve complètement. Je suis en train rapidement de regarder. Leur Non, non, calendrier. non, de regarder la prochaine équipe Ah, dont je veux parler, ah, ok. qui est les Nuggets. Mais c'est vrai que pour finir avec les Clippers, moi, je pense pas que James Harden soit capable de porter à lui tout seul aujourd'hui une Mm. équipe comme il l'a fait avec les Rockets à l'époque, même s'il était semi tout seul, n'oublions pas. Je pense aussi que Tyronn Lue est un très bon coach, mais qu'il n'est pas au niveau de Mike D'Antoni Prime. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que les Suns arriveront à faire mieux que les Clippers et que le match Oui, d'hier je pense. n'était qu'une alarme. On l'a gagné effectivement, mais c'était une alarme de voir les Clippers remonter comme ça au panache et à l'audace. C'était une alarme pour les Suns plus que c'était un signe, euh, disons, enfin, un signe du niveau des Clippers à proprement parler. Mais on verra, hein, peut-être qu'ils nous donnent. Ouais, peut-être qu'on se trompera et que dans 20 matchs, ils sont en 14-6 et faudra compter Ouais, sur eux. Mais exactement. parce que ces premiers matchs vont être importants pour voir la dynamique qui se dessine. Si, au bout de 20 matchs, ils sont quand même autour des 50% de victoire et il faudra compter sur eux, quoi. Absolument, ouais. Alors, on reste toujours dans les écuries de l'Ouest, évidemment. On va aller du côté de Denver, hein, chez nos camarades des Nuggets, pour parler de leur poste 2, parce qu'ils n'ont plus Kentavious Pope, pardon, qui est parti du Mm. côté d'Orlando. Et ils ont, pour remplacer KCP, deux joueurs, une rotation de deux joueurs hyper intéressants, qui ont été draftés très récemment. Je crois que Brown, ça doit être sa 3e ou sa 4e saison, même pas. Et Strother, c'est Ouais. sa saison sophomore, si je me trompe pas. Toi, tu penses quoi de ce poste 2 chez les Nuggets? Est-ce que tu penses que les Nuggets sont si faibles qu'on le dit sur leur poste 2 et qu'ils ont tant perdu que ça quand KCP est parti à Orlando? Je pense pas qu'ils perdent forcément en termes de qualité pure. Mais c'est surtout dans la profondeur où ils perdent, à mon sens. Parce que c'était une équipe où quand Strother et Brown rentraient, en fait, c'était très très bon pour contre les rotations adverses, en fait. Et donc, tu perds un peu cet avantage que Denver avait contre les autres rotations. Ils ont tenté le pari Russell Westbrook pour justement essayer de proposer d'autres idées, enfin en tout cas de garder un peu, parce que voilà, la force des Nuggets c'était quand même aussi leur seconde unité, je trouvais, en tout cas personnellement. Euh, voilà, ça va rester une très bonne équipe, c'est sûr. Jamal Murray, Ouais, Nurkic, Gordon Jokic, ouais. qui a prolongé dans la semaine. Voilà, Nurkic aussi sur Jokic. Jokic, c'est chez nous. C'est un poil moins bon, je dirais. Ça se, Après, si on ça peut se joue changer, il n'y a pas à pas de grand souci. chose. Voilà, je pense que c'est une équipe qui, j'attends plus de voir autour de leur seconde unité que la première qui, je pense, va rester un peu dans les mêmes niveaux de compétitivité, à voir aussi en playoff, même si Brown et Strother ont quand même des références, surtout Brown qui a joué, qui a eu un rôle à jouer pendant les 3 dernières intersaisons. En tout cas, il a quand même l'expérience, même si ça reste pas KCP qui est juste en termes de role player l'un des plus aguerris de la ligue, l'un des plus réputés en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va être plus être au niveau de la rotation et peut-être de la profondeur d'effectif aussi en cas de blessure tout au long de la régulière. Après, je pense que ça va être voilà, peut-être qu'ils vont perdre quelques victoires sur la saison sur ça. Je pense pas que ça va changer réellement leur niveau, qui reste toujours parmi les premiers à l'Ouest avec peut-être le Thunder. Voilà, je pense que ça reste quand même la tête d'affiche, en tout cas l'une des grosses têtes d'affiche à l'Ouest. Je sais pas si tu as une autre vision un peu là-dessus. Non, 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 mais je les vois effectivement toujours hauts, ne serait-ce que parce que Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde et que entre lui et le 3e ou 4e joueur le meilleur de cette ligue, donc disons
chez, par exemple, SGA, il y a un monde, enfin, il y a en tout cas un gros espace, quoi. Tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, il y a Jokic et Doncic, et ensuite, il y a même Jokic, Doncic et Giannis. Et après, il y a Shea un petit peu derrière, mais dans le premier tiers, Jokic est toujours aussi dominant. Peut-être que Luka va faire la saison pour passer devant, mais on est quand même sur un joueur qui est capable de générer tellement de jeux et tellement de choses positives pour son équipe que j'enterrerai pas Denver tout de suite. Ouais. Par contre, je pense que les Suns peuvent rivaliser avec cette équipe en saison régulière, peuvent aller chercher des victoires à Denver. Je pense qu'il y a les armes du côté des Suns pour affronter cette équipe avec beaucoup moins d'appréhension que les 4 dernières saisons. Je vois vraiment les Suns pouvoir regarder les Suns en tout cas en forme et en santé, évidemment. Bien sûr, les Nuggets en forme et en santé. Je les vois complètement les regarder dans les yeux. Ce qui veut dire que je vois pas les Nuggets dans le top de la conférence Ouest avec Oklahoma City, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais par contre on va parler d'une équipe qui s'appelle les Memphis Grizzlies. Je viens de finir le replay de leur match. Franchement, je suis essoufflé parce que ça court à toute vitesse les Grizzlies contre les Jazz. Là, ça m'a les deux équipes. Le premier quart-temps, c'était un match de tennis, quoi. J'étais vraiment la pace, c'est infernal. Bravo à eux. Mais du coup, c'est le retour de Ja Morant. Il y a beaucoup d'interrogations sur ces Memphis Grizzlies sur ce début de saison 2024-2025. Il y en aura, j'espère, beaucoup moins à l'arrivée en play-off, dans un sens comme dans l'autre. Mais Ja Morant, pour toi, ça met Grizzlies où dans la conférence Ouest? Bonne question, en fait. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu parler de Ja et des Grizzlies dans un sens un peu plus large, parce que c'est pour moi la grosse interrogation de la conférence Ouest. Parce que pour moi, ils peuvent finir 10e comme ils peuvent être 3e en fait, de la conférence. Je pense que c'est l'équipe qui a la plus grosse range possible. On l'a vu hier, ils ont quand même galéré contre Utah, mais Utah fait peut-être. Enfin voilà, on va pas s'éterniser sur un match, mais en fait, Ja Morant est capable de faire monter cette équipe dans une autre dimension. En fait, en fait, tout dépend de lui, oui et non. Il peut, c'est ça. Il peut être candidat MVP, en fait, je pense clairement. En tout cas, faire une saison de calibre MVP, comme ça dépend son niveau qu'il aura, mais il peut faire une saison un peu plus moyenne, on va dire, un peu plus average. Et donc, en fait, c'est la plus grosse interrogation que j'ai, les Grizzlies aussi, qui disent que ça donne concrètement en NBA, sa relation avec Jaren Jackson Jr. Tu l'as dit, c'est un style de jeu qui va être très rapide, très spectaculaire, très explosif. Donc, clairement, là, j'ai pas forcément de réponse ou d'idée ou quoi, mais clairement, les Grizzlies à classer, je peux pas te dire même une range de 3-4 places, je pense que c'est l'équipe que je vais le plus surveiller sur ces 20 premiers matchs. Parce que c'est celle qui effectivement me fait pas le plus peur, mais disons que c'est la plus inconnue. Tu sais, c'est comme si tu es dans une pièce très sombre et tu sais pas ce qu'il y a dans le coin, et en fait c'est les Memphis Grizzlies, quoi. Et j'ai pas envie qu'ils soient trop effrayants, quoi. C'est parce que s'ils peuvent rester dans leur coin, c'est parce que franchement ils ont beaucoup d'armes à beaucoup de postes. Alors ils ont peut-être pas la profondeur d'effectif, effectivement, mais quoique ils ont quand même Marcus Smart en 6e homme, ce qui est quand même pas donné à toutes les équipes NBA. Mais voilà, c'est une équipe qui va être intéressante à suivre sur les 20 premiers matchs, parce que ça va leur permettre, s'ils sont en santé, de pouvoir capitaliser enfin, après 2 ans, sur du jeu ensemble, quoi. Parce que c'est ce qui leur manque finalement, du jeu ensemble. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner fin novembre, début décembre, tu vois, où sont les Memphis dans la conférence Ouest. J'ai hâte, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils peuvent être second, ils peuvent être 11e. Ils représentent très bien la conférence Ouest pour le coup, c'est-à-dire plein d'inconnus, des risques de blessures qui vont tout changer, ça fit pas, ça fit, est-ce que le rookie va s'intégrer? Ils ont toutes les problématiques résumées de la conférence Ouest. c'est tous les interrogations qu'on peut avoir sur une équipe, c'est regroupé chez Memphis. Donc ça va être très intéressant à suivre. Pareil, je vais beaucoup suivre, pas forcément regarder, mais en tout cas beaucoup suivre ce que ça donne.
Est-ce que en fait c'est un candidat, pas forcément Non, titre, mais mais en tout cas ouais, un candidat aux premières places qualificatives directement en play-off en fait ouais, dans c'est la ça. conférence Ouest? Est-ce que c'est une Ou équipe est-ce que qui va avoir l'avantage du terrain en playoff, quoi? c'est ça, est-ce qu'ils vont se battre avec les Nuggets, Dallas, ou est-ce que ils vont se taper avec Houston, les Lakers, enfin voilà, est-ce que Bah, justement, tu vois, les c'est Lakers, totalement aléatoire, justement, les Lakers, c'est ouais. le point qu'on va aborder ensemble juste après. C'est Lakers et Warriors, deux équipes, euh, disons, de vieille gloire, mais qui sont toujours quand même euh, très fortes, hein. Tu vois, Steph Curry, LeBron James, Ouais. ça joue quand même toujours très fort au basketball, il n'y a pas de problème. Il y a Anthony Davis qui est toujours là côté Lakers et Ouais. qui a l'air de vouloir attaquer la saison en trombe. Moi, je me demande, enfin, c'est toi d'ailleurs qui te demande à quel point ces équipes vont se mêler à la course aux playoffs à l'Ouest. Je pense que Golden State a un coup à jouer de plus de manière générale dans la continuité de la saison régulière que les Lakers. Mais par contre, je vois les Lakers comme une match-up plus difficile en playoff que les Warriors. Le pick and roll, les multiples pick and roll des Lakers avec Anthony Davis à la finition dans la raquette me font très peur, très très peur. Clairement, ouais. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que les Warriors ont peut-être moins d'armes pour aller loin en playoff, mais encore une fois, j'ai vu très peu de matchs. Pour le coup, relève davantage de la take que de l'analyse. Ouais, Mais clairement. voilà, la question c'est qu'est-ce que ces 20 matchs vont nous montrer de ces équipes de vieille gloire. Et on espère pour elles, moins pour nous, mais on espère pour elles que ces 20 matchs vont leur permettre de bien saisir où ils en sont dans la saison, quelles sont leurs ambitions, etc., etc. Parce que c'est des équipes qui peuvent aussi changer d'attitude pendant la saison en fonction, par exemple, de blessures, en fonction Clairement. d'absence ou de mauvais résultats. C'est des équipes qui peuvent switcher, un peu comme Dallas l'avait fait il y a 2 ou 3 ans, du mode on essaie de se qualifier en playoff au mode on tank pour aller chercher un gros prospect, quoi. Mm. Donc voilà, ça va être là aussi une grosse interrogation, quoi. Ouais, clairement, mais j'ai peut-être un peu plus d'inquiétude, enfin pas d'inquiétude, mais d'interrogation autour des Warriors que j'attends de voir s'ils ont cette constance qu'ils n'avaient pas la Mhm. saison dernière. Ils étaient capables d'un match à l'autre de totalement, enfin, surtout début de saison où par exemple à domicile ils gagnaient aucun match, je crois, de mémoire. En tout cas, il y avait un peu cette inconstance où c'était un soir dans les 4 meilleures équipes de la ligue et l'autre soir ils se prenaient 20 points par Atlanta, sans manquer de respect à Atlanta. Enfin, j'attends de voir s'ils ont cette constance cette saison et s'ils peuvent jouer justement un rôle où ça va se contenter entre guillemets de jouer voilà, la 9-10e place pour aller dans le pays ou tout simplement changer de stratégie et plus diriger vers le tanking. Et je pense que ces 20 premiers matchs vont donner une direction Ouais. un peu plus claire peut-être à ces équipes qui, en tout cas ces deux équipes notamment, qui ouais pour le coup moins que Memphis parce que ils ont quand même plus de certitude dans le bon côté comme dans le mauvais côté en fait. On est capable de ça, on a un peu plus notre range défini, mais comme tu l'as dit, c'est une des équipes qui peuvent se retrouver en playoff à la fin de saison ou qui peuvent se retrouver à jouer un top 10, Un loterie pick, ouais. enfin, un pick à la draft. Loterie pick, Ouais, voilà. de loterie draft, ouais. Donc, Ouais. c'est ça. Mais donc, ça va dépendre aussi, je pense, de ces 20 premiers matchs, notamment à Lakers où JJ Redick va devoir aussi s'adapter, découvrir la ligue. Et notamment les Lakers, une fois que tout ce brouhaha autour de Bronny se calmera un petit peu, même Ouais. si jamais très calme autour Non, des Lakers. jamais. Les caméras. Donc, voilà, c'est ça. J'ai hâte. En tout cas, j'attends de voir de ce que ça va donner ces deux équipes pour voir en fait leurs réelles intentions. Est-ce que ça va être des équipes qui vont se mêler et en fait on va se retrouver avec une jungle où 11 ou 12 équipes vont jouer les Ouais, playoffs c'est ça. Ouais, à c'est ça. l'ouest où ils vont se détacher un petit peu de cette course. Voilà. Question toujours dans l'Ouest sur des équipes sur une équipe qui ne va pas pour le coup jouer les playoffs normalement, les San Antonio Spurs. On sait que la saison dernière c'est une équipe qui nous a posé problème, notamment Victor Wembanyama en personne nous a posé beaucoup de problèmes la saison dernière. Moi franchement, on va aller assez vite sur les Spurs, mais moi franchement j'espère juste une saison où les Suns sont dominants face aux Spurs. Où on box out vraiment sur les rebonds face à Victor Wembanyama et où on a
on utilise vraiment le trident offensif qu'on a contre Victor. Maintenant, je pense que c'est ce dont ont envie tous les contenders de l'Ouest, d'éviter de tomber sur des Spurs qui les accrochent sur un match, tu vois, plus guerrier qu'il n'aurait dû l'être. Mais voilà, le problème c'est que Victor Wembanyama en saison sophomore, à mon avis, ça va pas, tu vois, ça va pas descendre de niveau, quoi. Il va être quand même très fort, quoi. Ah, c'est ça. Ça va être essayer de se rendre le match facile Ouais, le c'est plus ça, rapidement absolument. possible. Même si on l'a vu l'année dernière, même si le match, voilà, tu mets de 20 points, c'est pas fini contre eux, mais c'est sûr que ouais, bah, ils ne devraient pas. Je parle quand même au conditionnel, même si, voilà, en tout cas, ils ne devraient pas être en playoff à la fin de la saison, mais bah, on sait jamais, ils peuvent accrocher une place au play-in en fait. Si bah, on disait les Warriors décident de se tourner vers la draft, si les Lakers, machin, donc ça va être une des interrogations ouais, de cette conférence Ouest. Après, moi, ce que j'ai plus envie de voir, c'est peut-être plus égoïste, parce que bah, tout simplement, je ne suis pas cette équipe. Mais c'est ouais, bah, voir Victor tout Oui, péter, en ça fait. évidemment. De le voir avec sa relation avec Chris Paul, notamment, qui peut tellement lui apprendre comme il a appris à ses intérieurs auparavant. Mais ouais, tu disais, pour revenir au Suns, de voilà, gérer ces matchs contre les Spurs, c'est sûr que ça va être une des clés de la saison. Et notamment gérer tous ces matchs un petit peu pièges, compliqués, qui vont avoir lieu pour toutes les équipes de l'Ouest notamment. Voilà, des déplacements à l'Est qui peuvent paraître simples, où tu vas un petit peu tranquillement, bah finalement bah, tu te retrouves Sérieux. à batailler contre bah, voilà, Atlanta qui décide de jouer à fond, voilà, ou même les Bulls qui peuvent sur un soir vraiment te poser des soucis. Enfin, Du voilà, sérieux, quoi. ça va être une question. C'est le C'est genre ça. d'équipe, en fait, les Spurs, avec un talent comme celui de Victor Wembanyama, où tu es obligé de te Et pointer avec du tu as le sérieux, retour aussi. parce que sinon Ouais. tu te fais allumer, quoi. Et ça, il y a Ah ouais, plusieurs équipes, effectivement, tu l'as dit, dans la ligue, qui sont capables de te faire ce genre de truc. Il y a les Hornets aussi, tu vois, si la Melo est en santé. Les le Hornets, ils Jazz peuvent te aussi. poser des problèmes. Euh, Le Jazz, de par quoi? exemple. Le, Le le Jazz, Jazz peut te poser ils ont des vu hier problèmes un avec jour où Memphis. Mark Cannon le décide et que Kessler refuse l'entrée à la raquette. Voilà, c'est des équipes qui vont effectivement pas se positionner sur la course au titre, clairement, hein, mais c'est des équipes contre lesquelles les Suns ne devront pas perdre de match. Et Ouais. clairement, sur les affiches des 20 premiers matchs des Suns, moi j'ai quand même envie que sur les matchs qui doivent être des matchs rassurants, les Suns rassurent, tu vois, parce que l'an dernier, on abordait les matchs Voilà. vraiment sans Ah savoir bah si on oui. allait gagner ou perdre, Ouais. quel que soit Ouais. l'adversaire. C'était très pénible, quoi. On va passer. Ouais, Et, vas-y, non, je t'en prie. et juste pour terminer, ouais, j'ai pas eu la sensation de l'année dernière d'avoir des matchs vraiment maîtrisés de Exactement, A à Z où bah, exactement. à la mi-temps tu mènes de 20 points et tu finis peut-être qu'à 20 points ou 15 Ouais, points d'avance, mais bon bah t'as fait tourner toute la rencontre et pour le coup ça doit se compter je pense sur les doigts d'une main, peut-être de deux maximum quoi. Donc c'est ça. c'est là aussi que j'attends et que bah, on va surveiller aussi les équipes de la conférence Ouest pour bah, voir voilà si les équipes, je pense bah, par exemple aux Nuggets qui pour le coup devraient mieux gérer peut-être ces rencontres-là et ce qui leur font peut-être gagner plus de victoires, en tout cas ne pas perdre des matchs qu'ils ne doivent pas perdre quoi. Absolument. On va passer à Voilà. une équipe qui s'appelle les Minnesota Timberwolves, qui nous ont assassinés en playoff 4-0 lors d'un sweep mémorable la saison dernière, inattendu, Je m'en souviens pas donc que personne n'avait vu venir à part Anthony Edwards lui-même et la fanbase des Wolves qui croyait ouais. quand même un peu. Euh, les Wolves, c'est spécial. C'est spécial parce que on sait très bien qu'il y a toujours l'assise défensive qui va faire le job. Anthony Edwards, Mike Conley, et puis Jaden McDaniels, Rudy Gobert, cet axe terrible qui fait le taf. On a Julius Randle qui est arrivé pour remplacer Karl Anthony Towns parti aux Knicks, donc un petit peu moins de spacing. Les Wolves, à mon avis, ne sont plus contenders pour la place de numéro 1 à l'Ouest. Néanmoins, du coup, ils se retrouvent dans le tiers que les Suns veulent atteindre, c'est-à-dire le tiers plutôt haut de la conférence Ouest pour les places 2, 3, 4, en considérant que Oklahoma sera premier en pronostic, disons, logique et mécanique qu'on peut faire en début de saison sans avoir vu C'est de ça. match, et en espérant que tout le monde soit en santé. Moi, je pense que les Wolves, cette saison, sont un peu moins une mauvaise match-up pour nous,
Je pense que leurs ajustements d'intersaison avec l'arrivée de Julius Randle jouent plutôt en notre faveur. Mais c'est une équipe dont le caractère, emmené par Anthony Edwards, qui a vraiment peur de rien, et par l'assise défensive qu'ils ont, continue quand même de me faire peur. Et ce que j'attends de leurs 20 premiers matchs, c'est de savoir à quel point leur attaque se décoince, à quel point Finch, leur entraîneur, arrive à développer un jeu d'attaque sans le spacing de Karl Anthony Towns et avec l'apport de Dante DiVincenzo, qui lui, pour le coup, peut amener un peu de spacing parce que c'est un bon shooter à 3 points, et de Julius Randle dans le bully ball qu'il a l'habitude de donner en attaque. Moi, c'est la grosse question que je me pose sur ces 20 premiers matchs. Je ne sais pas comment tu vois cette équipe et ce que tu attends d'eux sur les 20 premiers matchs, mais moi, c'est vraiment ça la clé, quoi. Ouais, bah clairement, pour le coup, ils ont j'ai pas envie de dire tout à reconstruire parce que ils ont toujours, tu l'as dit, cette assise défensive, cette maîtrise et cette identité en tout cas qui est identifiée. Mais c'est sûr que j'attends de voir ce que ça va donner. J'attends notamment d'Alexander Walker, un joueur que j'aime beaucoup, de voir s'il peut continuer sur sa fin de saison dernière où c'est très 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 bon en sortie de banc et si il peut devenir un peu à la Nasri un candidat un peu au trophée du 6e, enfin apporter voilà de cette équipe qui avec 7-8 mecs avec DiVincenzo en plus par exemple vont voilà tout au long du match être régulière et être voilà dans la constance et de gêner tout le temps en fait avec beaucoup moins de périodes hautes et creuses. Je pense que ça peut être leur force d'avoir un peu cette constance dans le bon. Après, on va voir comment Chris Finch va réussir à tirer des choses de cette attaque, notamment qui a un peu moins d'armes en termes de variété, notamment. Parce que Julius Randle, ça reste quand même un très bon attaquant pour le coup. Playmaker, en plus, il est capable. C'est ça. Mais avoir le Julius Randle qu'on a, c'est un petit peu une année sur deux avec lui ces dernières années. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense que ça, oui, toujours une équipe très chiante et j'espère qu'on atteindra un peu ce tiers avec, je mettrais dedans Denver, Minnesota, peut-être Dallas, peut-être Memphis, comme on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, avoir je pense qu'ils vont continuer à avoir cette régularité qui fait leur force depuis peu parce que ça a souvent été une équipe très irrégulière, mais en tout cas la saison passée ça a été très très fort là-dessus. Et je pense qu'ils sont capables de rester quand même très réguliers avec cette base de 8, peut-être 9 joueurs, franchement, de très haut niveau, qui ont le niveau pour être titulaire dans beaucoup d'équipes. Donc voilà, je pense que c'est plus sur le nombre et la profondeur un peu de leurs joueurs que ça va payer. Même si j'ai quelques doutes peut-être sur la variété des profils et la variété des options, surtout à disposition de Greenfish. Mais voilà, on va surveiller tout ça attentivement pendant les on va surveiller ces 20 premiers matchs. En tout cas, Malo, merci beaucoup. Si vous avez des trucs que vous allez surveiller, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire ou à nous poser des questions sur Twitter, etc. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup, Malo, pour ce pod. C'était très cool. On retrouve Rodolphe la semaine prochaine. Sans doute avec un invité, plaisir. Donc. Et puis voilà, on discutera, je pense, des premiers matchs des Suns. Il y en aura eu 3, je pense. 3 ou 4 avec peut-être même un premier back-to-back, il me semble, je sais plus. J'ai plus le calendrier en tête. Mais voilà, on vous embrasse très fort, Valley Hoop Nation. Totalement. Et à très vite. La Dot Nation. Allez, ciao tout le monde.